Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Alors le décor est le même que pour aller en mode cocooning. Tout simplement parce que voilà, je rentre du boulot, on est mardi soir. Je suis assez fatiguée, j'ai pas spécialement envie de faire toute une installation. Et en attendant d'avoir une softbox, vu que je filme et qu'il fait déjà nuit, j'ai la lampe du plafond, j'ai une lampe là et j'en ai une juste là qui est, que vous voyez le pied. Donc j'espère qu'au niveau luminosité ça ira. Donc par contre, même pour les livres papier, je vous avoue que j'ai pas pensé, je les ai rangés, donc je vous mettrai les images ici, voilà. Donc on va commencer tout de suite puisque j'ai dans ce point lecture 4 titres à vous présenter. Donc tout d'abord on a le premier tome des Vampires de Manhattan écrit par Melissa Delacruz et publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Donc je lisais ce livre, je devais lire cette série avec Steph de Le Journal d'une fan, donc je vous laisserai les coordonnées en barre d'infos. Alors on l'a commencé et malheureusement j'ai abandonné la lecture commune, donc j'ai planté Steph. Steph, si tu passes par là, je suis désolée, j'arrivais vraiment pas. Donc dans ce livre on va suivre des lycéens qui ont du pognon et qui clairement ne se gênent pas pour le montrer, qui ont des comportements juste exécrables et moi clairement ça m'a gonflé. En fait j'ai pas réussi, il y a plein de clichés, il y a le frère et la sœur qui ont une relation très ambiguë. Le frère veut pas de la sœur alors que la sœur, de ce qu'on comprend, elle veut se mettre avec son frère. Enfin c'est très bizarre. Alors vampire ou pas vampire, je vous avoue que je ne suis pas certaine de ce qu'ils étaient. Mais dans tous les cas c'était très bizarre et ça m'a pas plu. En plus je vous dis c'est vraiment... à part éventuellement encore le frangin, mais sinon les trois quarts c'est des têtes à claques. On a la petite princesse avec toute sa cour autour, le truc typiquement américain qu'on voit dans les films, où les élèves sont clairement friqués, qui se pensent au-dessus des autres, qui se croient tout permis. Et franchement j'ai pas pu, j'ai lu, je sais pas moi, je sais même plus combien de pages j'ai lu en fait. J'ai dû 60, 100 pages, je sais plus. Mais j'ai pas réussi à passer au-delà, je pouvais clairement pas. Sachant que j'avais les 7 tomes plus le hors-série, donc ben du coup il y a 4 tomes qui seront bientôt mis en vente sur ma boutique. Et du coup Steph s'est fait un plaisir de me prendre les tomes 5, 6, 7 et le hors-série pour continuer cette série. Parce qu'elle a plutôt bien aimé, donc voilà. Au moins ça fait une heureuse, et puis ben moi ça me sort du coup 8 livres d'un coup dans ma palle. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Hein. Ensuite j'ai lu La Traversée de Jean-Christophe Tixier, publié chez Rajo, que j'ai eu via la plateforme NetGalley. Donc je remercie Rajo s'il passe par là, puisque c'est vrai que autant je ne suis pas dans leur partenaire régulier format papier, autant quand je fais des demandes de leurs titres sur NetGalley, franchement j'ai pas à me plaindre, sous même pas 48 heures, on me les accepte à chaque fois. Et j'adore vraiment ce que fait cette maison d'édition en jeunesse, donc si vous ne connaissez pas encore leur ouvrage, franchement foncez, il y a de belles pépites dedans. Donc dans La Traversée, on va suivre Sam qui a 17 ans. C'est un jeune africain et en fait on va les suivre là où ils vivent. Donc ils ont souvent pas suffisamment à manger, ils triment toute la journée comme des malades pour au final vivre dans la misère. Et clairement Sam ne veut pas d'une vie comme ça, il est déjà épuisé par cette vie avant même d'être entré dans l'âge actif. Donc il vit avec sa sœur, ses parents, il avait un grand frère qui est parti, qui maintenant fait partie... de l'espèce de mafia qui règne à la capitale. Et voilà, ils font du trafic et la mère, la seule fois où il est revenu, lui a bien fait comprendre qu'il n'était plus son fils et qu'il ne devait plus remettre les pieds ici. Et elle a vraiment peur que son jeune fils Sam suive la même destinée. Sauf que Sam a une toute autre idée en tête. Ce qu'il voudrait, c'est pouvoir économiser de l'argent et partir avec son meilleur ami vers l'Italie, pour espérer avoir un avenir plus joyeux et plus agréable, plus confortable aussi en Europe. Donc en fait on va le suivre à travers, alors on le suit à travers la traversée donc de la traversée qui est censée le mener au Côte d'Italie, et à coup de flashback on rencontre aussi et on découvre ce que c'était sa vie avant, les gens qu'il connaissait, les liens qu'il pouvait avoir avec eux, etc. Donc j'ai trouvé le parallèle vraiment très intéressant. C'était quand même très sympa comme lecture. Sam est un personnage auquel on ne peut que s'attacher. Et lors de la traversée, malheureusement, le bateau va avoir un souci, il va se retourner. Et malheureusement,
bah, tout le monde ne s'en sortira pas et il prendra sous son aile une petite fille de 9 ans qui s'appelle Nafi. Et vu que j'oublie toujours les prénoms, ce que j'ai fait c'est que je me suis pris une petite carte et j'ai noté les prénoms de personnages de chaque livre. Comme ça au moins vous aurez les prénoms ce coup-ci. Et Nafi elle est touchante parce que bah, elle vient de perdre des proches, elle a peur, elle est terrorisée, elle se demande de quoi demain sera fait. Et en même temps avec l'aide de Sam elle garde courage, elle garde espoir. Et franchement c'est une jolie leçon de morale. Après, s'il y a un point qui m'aura dérangé dans ce livre, c'est la fin trop ouverte. Alors je peux comprendre, Jean-Christophe Tixier nous explique pourquoi il a choisi cette fin et je peux la comprendre, sur ça il n'y a rien à redire. C'est juste que moi je ne suis pas une fan des fins ouvertes et que j'aurais préféré... bah, si vous voulez vraiment faire une fin ouverte qu'il en fasse une, mais j'ai trouvé la fin un peu abrupte et ça m'a un peu dérangée. Hormis ça, j'ai passé un très bon moment, on se rend compte vraiment des conditions de vie des gens qui vivent là-bas et pourquoi ils veulent venir en Europe. C'est pas juste pour une question de, comme certains diraient, de squatter les aides sociales ou de prendre le boulot des autres. Non, c'est pour avoir un avenir, déjà d'une, parce que beaucoup meurent au boulot au final à force de trimer toute leur vie. Ils n'ont pas accès aux médicaments, ils n'ont accès à rien, donc s'ils tombent malades ça peut vite se révéler mortel. Donc on comprend pourquoi ils rêvent d'un avenir meilleur et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Ils ont le droit de vivre comme tout être humain et ils ont le droit de garder espoir en quittant leur continent pour essayer d'avoir une vie meilleure ailleurs. Ce qui se passe pendant la traversée est quand même assez poignant, assez bouleversant. Les personnages sont pour la plupart quand même bien attachants, même si on suit surtout Sam et Nafi. Je me suis vraiment pris d'affection pour eux et je croisais les doigts pour que les choses s'arrangent et qu'ils puissent garder espoir jusqu'au bout. Je vous dis, le seul point négatif ce serait peut-être cette fin un peu trop abrupte à mon goût. Après ça plaira sans doute à du monde, mais moi c'est le seul aspect de ce livre qui m'a dérangé. Après c'est un court roman, il fait à peu près 160 pages, donc ça se lit très vite. En plus l'auteur a fait un vrai travail pour le lecteur à la fin de l'ouvrage, puisqu'il nous laisse une liste d'ouvrages qui parlent justement de ces personnes qui quittent leur continent pour espérer avoir un avenir meilleur et tout simplement survivre. Donc il y a une grande liste, que ce soit de documentaires, de romans, de fiction, je crois même qu'il y a des titres de films si je me souviens bien. Donc sur ça franchement merci à l'auteur parce que du coup il y a 2-3 titres que j'ai notés qui m'intéressent pas mal, donc à voir quand est-ce que je me les procurerai. Mais en tout cas si vous voulez mon avis, ma chronique est d'ores et déjà disponible sur le blog. Ensuite j'ai lu un album jeunesse donc de chez Nats Éditions, donc c'est Théo à la recherche de Pégase écrit par Mary Doré. Donc il faut savoir que j'aime beaucoup ce que Mary fait en tant qu'auteur. J'avais déjà lu Mia... alors je sais plus le titre, il me semble qu'il y a un sous-titre. C'est un album jeunesse avec un petit chaton franchement que j'ai adoré. Et pour Théo à la recherche de Pégase, on ne déroge pas à la règle. Clairement j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Ma chronique sera disponible à partir du 5 février sur le blog puisque il est préférable qu'on les publie à partir de cette date là puisqu'il sortira en février. Mais en tout cas, on suit Théo, c'est un petit garçon qui est passionné par tout ce qui est les constellations, l'univers et tout ça. Et à l'école, en fait, ses camarades font des bêtises et ils l'accusent et lui font porter le chapeau. Donc c'est lui qui va prendre la punition à l'école, c'est lui qui va prendre la punition des parents. Et personne ne lui demandera si c'est vrai ce qu'il a fait ou quelle est la raison pourquoi il aurait pu faire ça. Non, ça personne s'en soucie et il se retrouve... enfermé dans sa chambre, puni alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et pendant la nuit, il va dormir et puis d'un coup, son armoire où il a justement des représentations de ses constellations va se mettre à briller et il va se retrouver téléporté dans un monde bien à part où il aura une quête à mener et ce sera de retrouver Pégase. Les illustrations sont juste magnifiques, vous aurez des extraits dans ma chronique justement, puisqu'en général quand je fais des chroniques d'albums ou de BD, je vous choisis toujours 3 illustrations qui m'ont beaucoup plu et je vous les mets en extrait à la place de vous mettre des extraits du texte. Donc je vous incite à aller regarder ma chronique si vous voulez avoir un aperçu des dessins, mais en tout cas que ce soit l'histoire j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus
J'adore le mythe de Pégase, donc forcément j'étais servie. C'est pour ça que on en avait entendu parler avant qu'on nous le propose en service presse et franchement je pouvais pas refuser, il fallait absolument que je le découvre. Et je pense que ce sera un ouvrage que quand j'aurai l'occasion d'aller sur un salon, je me ferai un plaisir d'acheter en album version papier pour pouvoir feuilleter régulièrement les images et puis pouvoir le relire assez souvent. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Théo est un petit garçon assez vif d'esprit, il est intelligent. Après voilà, il a accepté la punition sans même essayer de se défendre. Mais c'est vraiment un petit garçon ouais, qui est attachant, qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de défendre puisque lui ne se défend pas tout seul. Et qui va faire preuve d'une grande capacité de réflexion dans sa quête. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect du petit garçon. En plus, ben voilà, on rencontre Pégase, donc j'étais contente. Les illustrations sont vraiment jolies. Et c'est un très bel album jeunesse avec lequel on passera un excellent moment de lecture. Pour finir ce point lecture, je vais vous parler de Go To Hell, le tome 4, si je ne me trompe pas, c'est Damnation, d'Oxana O, publié chez Rebelle Éditions. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point j'adore ce que fait l'auteur et à quel point j'adore la saga Go To Hell. Donc là forcément quand on m'a proposé de m'envoyer le tome 4, clairement j'ai pas pu refuser. Depuis le temps que je l'attendais, depuis le temps que je tanne Oxana en MP pour qu'elle se magne, qu'il sorte et que je puisse lire la suite, forcément je l'ai reçu, je me suis jetée dessus. Ma chronique est également disponible depuis lundi soir sur le blog, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de précision. Et je vais vous en parler de façon pas trop détaillée puisqu'il s'agit quand même d'un tome 4 et je voudrais pas spoiler les gens qui n'auraient pas lu les premiers tomes ou qui n'ont peut-être pas lu le tome 3, qui n'ont pas découvert ce qui s'était encore passé dedans. Donc il faut savoir qu'on retrouve donc notre fratrie principale, donc on a Damian, Seven et Jess. Donc je vais pas m'amuser à prononcer le nom de leur famille hein, parce que moi les noms de famille j'ai déjà bien du mal à les prononcer, j'ai aucune idée comment se prononce ce nom. Je crois que je demande à Oxana d'ailleurs. Mais en tout cas on retrouve notre trio un an après les événements qui se sont passés dans le tome 3. Donc un an après le retour dans le monde réel, après avoir fait une excursion dans le monde de Cassie. Donc il faut savoir que au vu des événements qui se sont passés dans le tome 3, Damian se sent extrêmement coupable. Il n'arrive pas à reprendre pied, il n'arrive pas à se faire une raison, il n'arrive pas à passer à autre chose, il est en proie à sa culpabilité. Il a tendance à boire un peu plus que de raison, à prendre beaucoup de distance envers Seven et Jess qui s'inquiètent énormément pour lui et qui ont peur pour lui, mais surtout de son penchant pour l'alcool, ils ont peur qu'il sombre là-dedans. Alors quand Damian commence à voir un être qui lui était cher réapparaître comme ça alors que personne d'autre ne le voit, même quand Seven est à côté de lui ou Jess, personne ne voit l'être cher de Damian sauf lui. Donc il commence à douter un petit peu de sa santé mentale et surtout Seven et Jess se disent qu'il y a un réel problème et qu'il va falloir essayer de trouver une solution. Un soir, alors qu'il sort de la maison parce qu'il y a un repas de famille et qu'il n'en peut plus de cette ambiance familiale, il sort prendre l'air et il va tomber sur une connaissance de son père qui va lui proposer une mission assez particulière. On va dire que sa maison est hantée. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, mais il aimerait bien l'aide des deux frères. Donc Damian va accepter de se rendre et de se plonger dans cette chasse en espérant oublier ses problèmes et ce qu'il le tracasse depuis son retour. Malheureusement, ça va être une mission qui va se révéler beaucoup plus périlleuse que précédemment, puisque là, entre autres, Damian va être blessé et ils auront bien du fil à retordre pour résoudre cette enquête et découvrir pourquoi et qui hante la maison. En tout cas, c'est un récit qui, encore une fois, était très addictif. J'ai adoré retrouver Damian. J'avais qu'une envie, c'était le prendre dans mes bras pour lui remonter le moral, pour lui dire que ça allait aller, qu'il fallait pas qu'il doute, etc. Franchement, j'ai mal au cœur pour lui comme c'était pas permis. Seven, que jusque là, bon, dans le tome 3 on commence à découvrir un autre aspect de sa personnalité, mais clairement dans le tome 1 et 2, Seven il me tapait sur les nerfs mais à un point pas possible. Dans le tome 3 j'ai appris à aimer certains des aspects de sa personnalité, et dans ce tome 4 on continue sur cette lancée. On voit que, hormis ses remarques parfois acerbes, il a un cœur mine de rien et qu'il s'inquiète énormément pour sa famille, qu'il veut que les choses s'arrangent et il fera tout pour. Lui aussi se sent coupable,
mais il faut bien apprendre à continuer à vivre et à pas se laisser hanter par le passé, sinon clairement on est foutu. Donc il va essayer petit à petit d'aider Damian comme il le pourra. Quant à Jess, bon ben voilà, Jess c'est la petite maman de la famille, elle prend toujours soin des autres, quitte à se délaisser au final elle-même. Et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui est douce mais qui en même temps sait vous remettre les pendules à l'heure quand ça s'avère nécessaire. Elle s'inquiète, elle essaie de découvrir le pourquoi du comment. C'est vraiment quelqu'un d'agréable, de souriant, de gentil, mais en même temps de droite, d'intelligente, et qui ne laissera pas les gens s'enfoncer en les regardant faire en fait. Et c'est ce que j'aime le plus chez elle. Donc j'espère qu'on la retrouvera dans le 5e et dernier tome de cette série qu'il me tarde déjà de lire. En tout cas, Oksana Hope, si certains aspects de sa saga peuvent nous faire penser à Supernatural plutôt. Je pense pas que ça se dise Supernatural. Mais bon, avec mon accent anglais, vous avez l'habitude, hein, voilà. Mais je trouve que, ok, il y a quelques petits aspects qui peuvent nous faire penser à la série, mais en même temps, ça s'en éloigne quand même beaucoup, et encore plus dans le tome 3 et dans le tome 4. Donc vraiment, j'adore ce qu'elle a fait de cet univers fantastique. J'adore les personnages. Après, il y a un des personnages de ce livre que je ne pourrais pas nommer parce que je ne voudrais pas spoiler, que j'ai pas toujours compris, que parfois j'aurais envie de lui foutre des claques à ce personnage et lui dire non mais à un moment donné, ouvre les yeux, réfléchis 2 secondes et réagis quoi. C'est juste pas possible d'agir comme ça. Enfin, c'est le personnage qui je vous jure, je l'aurais claqué dans un mur si j'avais pu quoi. Donc voilà, c'est le genre de personnage qui des fois, alors que c'est un personnage que j'ai toujours adoré, là je ne l'ai pas supporté en fait, clairement. Après voilà, l'auteur nous laisse encore sur une fin qui appelle la suite, et d'ailleurs je vais pas arrêter de la harceler jusqu'à ce qu'elle nous ponde le 5e tome, hein, clairement elle le sait. Elle me connaît suffisamment pour savoir que je la lâcherai pas tant que le mot final n'aura pas été posé. Donc voilà, mais en tout cas si vous aimez le fantastique, si vous aimez la série Supernatural, si vous aimez les histoires avec voilà, des démons, des fantômes, ce genre de choses, je pense que vous pourrez passer un très bon moment de lecture avec. Donc comme je le disais dans ma chronique, ce livre est conseillé à partir de 14 ans. Moi je trouve que ça reste quand même un peu trop jeune, puisqu'il y a quand même des scènes assez violentes, il y a des scènes quand même assez dures, et je suis pas sûre que tous les lecteurs de 14 ans puissent lire ça et continuer, comment dire, à ce que ça ne leur fasse aucun effet. Je pense que à partir de 16 ans serait beaucoup plus conseillé, à moins que la personne voilà, arrive clairement à 14 ans, que ce soit un lecteur averti et qu'il ait l'habitude, ou elle, ait l'habitude de lire ce type d'ouvrage et qui n'est pas facilement, on va dire, trop sensible, ou qui ne va pas spécialement cauchemarder après une lecture ou un film. Sinon je le recommanderais plus à partir de 16 ans. Après c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais voilà, je tenais quand même à vous le signaler. Sur ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les découvrir, et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Bye bye.